À l'ère de l'économie de la connaissance, le besoin d'un enseignement supérieur et d'une recherche de tout premier rang semble devenu l'un des facteurs cruciaux de la compétitivité à long terme des économies et de leur performance de croissance. Hervé Goua, bonjour. Jean-Philippe Denis, bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Saint-Étienne, directeur de l'Institut d'administration des entreprises de Saint-Étienne et l'auteur de l'entrée numéro 81 de l'encyclopédie de la stratégie intitulée Université. Alors spontanément, d'ailleurs vous le rappelez au début de votre texte, université et stratégie, on ne pense pas que ça puisse nécessairement faire bon ménage. Pourquoi ? Principalement parce que, en tout cas pour ce qui est d'un temps un peu plus éloigné et avant ce qu'on a appelé récemment les lois d'autonomie, Oui. on ne peut pas dire que les universités, en tout cas dans le cadre français et puis dans certains autres cadres également, avaient des marges de manœuvre qui leur permettaient véritablement de faire de la stratégie. La dépendance à l'État, le fait d'être dans un système où beaucoup de critères, de leviers de fait sont imposés, mais aussi parce que ça correspond au cadre de l'exercice des missions de service public de ces universités, font que pendant longtemps, effectivement, il y avait une approche quasi paradoxale à vouloir étudier la stratégie des universités dans ce type de contexte. Bien sûr, et puis un élément qui renforce ça et que les lois sur l'autonomie vont percuter de plein fouet, c'est dans ce contexte-là le fait que une université, c'est composé d'experts qui s'appellent les universitaires, comme un cabinet d'avocats avec des avocats ou un hôpital avec les médecins. Bref, c'est une bureaucratie professionnelle. Et ça, quand on gère des experts, c'est pas évident. Ça pose des problèmes particuliers en termes de stratégie. Absolument, dans la mesure où les systèmes ou les approches classiques, un peu normatifs, on va dire, de conception de la stratégie, ne trouvent pas forcément d'écho dans ce type d'organisation. Bien sûr. Parce que la hiérarchie fonctionne très peu, voire pas du tout, en tout cas vis-à-vis d'un certain nombre de ses experts. Ce n'est pas comme ça que l'organisation est conçue. Et puis parce que jusqu'à un temps relativement récent, les universités en tant que telles n'étaient pas des acteurs centraux dans le système d'enseignement supérieur français en particulier. Ça n'est que depuis, on va dire, le début des années 90 et la mise en place des contrats et de la politique contractuelle que les universités, donc leurs équipes de direction, leurs présidents, ont pris une place plus importante dans le système. Bien sûr. Alors avec les lois d'autonomie, nécessité de penser aussi concurrence. Et c'était peut-être d'ailleurs l'objectif de ces lois, de se penser comme un acteur qui doit gérer ses ressources et qui doit les allouer au mieux au service de ses ambitions. Oui, ça a certainement, l'autonomie a certainement contribué à mettre en évidence davantage ce qui était déjà un fait avéré, le fait qu'on est dans un système ouvert et que ce soit entre universités dans un pays ou entre systèmes universitaires au niveau international, les universités sont en compétition d'une manière ou d'une autre sur leur domaine de compétences, sur leur champ d'intervention. L'autonomie visant à leur donner davantage de moyens pour développer des stratégies un peu singulières, un peu spécifiques, davantage de moyens financiers, davantage de moyens humains, voire patrimoniaux, pour leur permettre d'aller plus loin dans l'allocation de ressources dans cet espace concurrentiel. Ce que vous nous expliquez dans cette entrée, c'est que faire de la stratégie dans une université, c'est aussi intégrer l'idée de la complexité de cet objet qu'est une université ou que sont les universités, et puis naviguer au milieu de contraintes paradoxales, alors qui alors là sont assez radicales, entre la massification de l'enseignement d'un côté et la recherche d'excellence en recherche de l'autre. On fait le grand écart quand même. On fait le grand écart entre mission de service public, nécessité d'aller lever des fonds d'origine et de nature privée, sur de la contractualisation, sur de la valorisation. Effectivement, l'obligation, encore une fois pour rester dans le cas français, d'accueillir un nombre d'étudiants croissant, en tout cas sur la dernière période, et en même temps l'impossibilité ou la quasi-impossibilité de les orienter dans le système en fonction de leurs compétences, leurs prérequis, leurs diplômes, qui fait qu'à chaque rentrée, et l'actualité de celle-ci nous des parties prenantes qui peuvent avoir des voix au chapitre. Les mêmes sujets reviennent avec plus ou moins d'acuité. Et de régularité. Et de régularité, effectivement. Absolument. Mais ça rappelle quand même cette dimension, cette essence même de la stratégie, qui est un objet paradoxal.
C'est-à-dire, elle ne fait que grossir le trait, l'université, mais elle rappelle quand même les fondamentaux de la stratégie sur ce point. Absolument, sachant que la particularité, sans doute, c'est que les universités font partie des organisations dont certains disent qu'elles sont parmi les plus complexes, justement par rapport à leur nature, leur mode de fonctionnement, et la tension permanente entre des objectifs parfois divergents. Alors, Hervé Goy, j'ai envie de vous poser la question, parce qu'en conclusion, vous concluez sur une formule de Peter Drucker qui prédisait à l'horizon 2030, et ceci dès la fin des années 90, la fin des universités. Et vous parlez des universités qui prennent le pas sur les universitaires. Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin dans une vision de l'université comme un lieu qui peut avoir une stratégie et se penser comme une entreprise? Certains disaient nous ne sommes pas les employés des universités quand nous sommes universitaires, nous sommes l'université. Est-ce qu'au fond, dans notre économie de la connaissance, où les frontières vacillent, où les murs tombent, on pense aux nouvelles technologies, on ne va pas assister à un retour des universitaires? On n'a pas besoin de dynamique plus coopérative qui était dans le cœur même de l'objet des universités. Sans doute est-on allé trop loin dans l'idée qu'on pourrait appliquer ce que le New Public Management, nouveau management public, comme on l'a appelé, dans les universités, voulait mettre en œuvre comme mécanique de prise de décision plus ou moins calquée sur les pratiques du privé. Sans doute atteint-on là une limite de cette possibilité. Les universités ont pris le pas sur les universitaires, pas complètement non plus. Même si effectivement, depuis que les contrats d'établissement ont été mis en place, depuis la loi de 2007 sur l'autonomie, qui a été encore renforcée en 2013, les présidents, leurs équipes de direction sont les véritables interlocuteurs et acteurs stratégiques, en tout cas identifiés en tant que tels. Ce qui va sans doute évoluer, et ce sera sans doute une bonne nouvelle, c'est le besoin de retrouver une dynamique collaborative entre universitaires, parce qu'on a tous pu, à un moment ou à un autre, à un niveau ou à un autre, pu constater les limites de systèmes uniquement basés sur des appels à projets, uniquement basés sur des subventionnements conditionnels, pour mobiliser et mettre en mouvement un système aussi complexe qu'une université. Bien sûr. Les universités, donc c'est l'entrée numéro 81 de l'encyclopédie de la stratégie. Hervé Goy, merci de votre venue. Merci à vous.